laisse le casque ici. Je m'assois sur la chaise. Je vais essayer de... Salut, c'est Lola en roue libre pour encore une vidéo un peu pas trop travaillée. J'ai quand même écrit un texte, mais en fait je le relis pas et je vais me laisser improviser aussi dessus. Si mon ordi me laisse accéder au texte. Donc j'en ai deux à te proposer. Celui-là, ça va être le premier où je vais te parler de relations parasociales. Bon, super, c'est écrit en tout petit. On voit que c'est pas trop travaillé. Ok. Oui, mon texte commence par Hey. Hey, je vois passer beaucoup de trucs sur. Ah non, c'est pas du tout celui-là le texte. Bon, ok, ben on va commencer par les communautés aujourd'hui du coup. Je vois passer pas mal de trucs sur la communauté, le communautarisme, tout ça, avec des discours qui ressemblent à un mélange de macartisme, de discours racistes, à base de boucs émissaires. Alors je suis pas racisé, j'ai jamais vécu de racisme de ma vie, donc je vais pas dire grand chose de pertinent sur le sujet, mais je voulais réfléchir au terme communautarisme, parce que moi perso, la communauté LGBT, les gens qui m'entourent, bah, ça m'a pas mal aidé, j'y crois beaucoup à ces trucs de communauté, enfin je crois aux gens de ma communauté en fait. Et je vois pas quel est le problème inhérent au fait de faire des communautés, au contraire, tu vois, quand j'étais seul j'allais plutôt mal, maintenant non seulement je vais bien, mais en plus si je vais mal je peux obtenir de l'aide, et de l'aide significative. En fait, la communauté, il y en a toujours, hein, mais comme je dis souvent, la différence, il y a différentes logiques qui peuvent faire qu'on les suive. Logique de force, logique de vulnérabilité. Donc la logique de force va nous faire rester ensemble parce qu'on est obligé, par l'argent, par les armes, pour nous faire entrer dans une hiérarchie. Et si ça dure assez longtemps, ça sert à générer du pouvoir. Et si ça dure assez longtemps, on peut même finir par avoir un peu l'idée du pouvoir, c'est-à-dire qu'on peut calquer notre système de valeurs sur celui auquel on est exposé. C'est ce qui amène à ce que des gens justifient leur propre oppression. Enfin, on en a déjà parlé. À l'opposé de ça, il y a la logique de vulnérabilité, donc tu connais, il s'agit de choisir d'être ensemble parce que sinon on ne survivra pas, d'être ensemble pour être libre, d'être ensemble pour s'entraider. Et si ça dure assez longtemps, on pourrait même aller mieux et guérir et grandir et aider d'autres personnes à aller mieux, se libérer intérieurement de la honte et des idées oppressives qui ont été calquées dans nos têtes. Il y a un effet respiration quand on rentre dans une communauté de vulnérabilité que les personnes queer vont connaître à peu près le moment où tu rentres dans la communauté queer si tout se passe bien. C'est pas toujours le cas. Maintenant qu'on a ces logiques en tête, je veux que toutes les personnes qui regardent, même les personnes qui ne sont pas queer et qui n'ont pas de sensations précises de communautés différentes, commencent à réfléchir aux communautés et à quelle communauté elles donnent leur temps, à qui elles donnent leur temps. Ça va devenir très anticapitaliste dans quelques instants. Donc le travail, la maison, l'extérieur, tout ça c'est une forme de communauté, et laquelle est plutôt une communauté de force, laquelle est une communauté de vulnérabilité. Et ben, un exemple assez parlant, c'est le logement. Il y a des gens qui se logent en communauté, qui vivent ensemble, mais pour la plupart des gens en France que je connais, la manière c'est... bon, il y a la manière familiale, on fera peut-être une vidéo où on parle de la famille un de ces jours, mais là je vais faire comme si tu étais dans un appart. Donc en principe, ça va être que tu vas donner de l'argent, c'est-à-dire une reconnaissance de dette qui nous coûte une grosse portion de notre semaine à obtenir, de notre liberté aussi, pour avoir le droit d'utiliser un logement qui ne sert pas à son propriétaire, puisque c'est à toi qui sert, et ça nous permet de vivre seul, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est seul vis-à-vis des gens qui nous sont proches, on vit pas, tu vois, on vit pas avec plein de gens qu'on connaît, on vit relativement seul, mais pas franchement isolé ou protégé des logiques de force, comme on n'est pas protégé de la police, on n'est pas protégé de l'administration, on n'est pas protégé de nos voisins, qui ont le potentiel d'être des gros connards. Même si d'ailleurs nos voisins souvent partagent la même classe sociale que nous, parce que souvent le logement c'est un lieu de violence parallèle entre personnes de classe sociale similaire. Parce qu'en partie ils n'ont pas choisi cette vie et nous non plus. Et on se retrouve tous ensemble un peu contre notre volonté et sans avoir de choses qui font qu'on est ensemble. À part des petites luttes de pouvoir de merde. C'est-à-dire que comme on nous habitue à nous écraser les autres, bah, et à tenir d'une manière ou d'une autre, on va s'écraser avec du son, en faisant la fête, en faisant... Bah, il y a des mecs qui veulent faire des travaux, de la perceuse, il y en a qui mettent la télé à fond pour oublier comment ils vont, et on se marche les uns sur les autres comme ça, comme sur une pyramide finalement. Et il y a pas mal de gens qui viennent te faire chier juste pour donner du sens à leur vie, les mamies qui surveillent leurs poubelles, les mecs qui ont toujours une raison de venir te parler, enfin voilà, mon voisin, le relou de quand j'habitais à Place Carnot. Euh, Ça fait une sacrée communauté de merde au final. On n'a pas choisi d'y être, ça nous coûte extrêmement cher d'y vivre. Le loyer est censé être un tiers du revenu, mais soyons honnêtes, ça nous prend tout. On a juste ça et de quoi vivre en général, voire pas. Des fois on a juste ça.
on y vit probablement seul sur le plan affectif, et sur le plan de la violence, par contre, là, c'est collectif, hein. C'est-à-dire que tu peux te faire emmerder par tout le monde, tu peux te faire racketter par tout le monde, tu peux te faire... voilà. Et en plus, t'es tracé, quoi. Euh, la violence collective, ça me rappelle une autre chose, le travail. Donc le travail, c'est une autre communauté de force dans lequel on va souvent mal, dans lequel on doit beaucoup fermer sa gueule. Il y a des gens qui sont au-dessus. Il peut y avoir de l'amitié, hein, mais c'est de l'amitié avec des gens du bas qui se développent, et ça risque de mettre en danger la structure du travail si on commence à être trop potes entre employés. D'ailleurs, j'en parlerai un moment, mais il y a une histoire de management qui consiste à séparer les gens, à faire que les gens ne puissent pas être potes avec des gens qui sont au même niveau de hiérarchie qu'eux, pour éviter qu'il y ait des résistances qui se forment. Parce que du coup, si on devient pote avec des autres exploités, on risque de faire un syndicat, ou en tout cas de syndicaliser d'une certaine manière, entre travailleurs, et donc cette piste nous amène à construire une communauté de vulnérabilité qui s'oppose donc à la communauté de force. Et bref, la communauté de travail, c'est une communauté dans laquelle la hiérarchie est maintenue, les gens sont exploités, et si on suit une piste vivante et naturelle qui consistera à essayer d'être amis et à remettre de l'humanité dans cette tâche, et on se retrouve à se couper de cette logique-là. On se retrouve à construire une logique parallèle qui va s'opposer à la logique centrale. Et tout ça, ça pue bien fort le pouvoir. Comme vous l'entendrez dans la vidéo sur neuroatypie et productivité que je vais essayer de finir, en fait, c'est la manière productiviste de voir le monde. Pour le travail, c'est un productivisme positif, au sens affirmatif. C'est-à-dire qu'on est censé être heureux d'être ensemble pour produire. À un moment, je parlais de cette métaphore-là de quand tu es censé être ensemble à l'école pour travailler, mais pas pour bavarder, parce que bavardage, c'est non productif. Euh, et donc là, ça va consister à être exploité, mais dans la grande joie, tu vois, dans une startup nation, tu te fais exploiter, mais tu fais du ping-pong, et t'es dans un coworking, machin, avec des termes en anglais, mais enfin, ça reste un job de merde, super chiant, qui te broie le moral, quoi. Pour le logement, c'est du productivisme négatif, c'est-à-dire que si t'es seul et que tu payes un loyer, c'est que t'es pas dans un squat avec plein de gens à vivre des choses joyeuses en dehors du capital, par exemple. Si t'es seul et triste, alors le travail, ça devient le seul espace dans lequel tu vas vivre des choses. Et ça, c'est bon pour la croissance, d'autant plus que tu vas enrichir des propriétaires, parce qu'il s'agit toujours du loyer au salaire, il s'agit toujours que nos vies soient offertes à un capitaliste qui soit propriétaire de logements ou des moyens de production. Ce que je trouve dur à notre époque, c'est que c'est dur d'accéder à des alternatives. Les pensées, ça demande un énorme taf ou beaucoup de chance, si on en aperçoit. Par exemple, moi, ma sœur connaissait les ZAD, et donc j'ai pu imaginer et vivre. J'ai pu imaginer qu'on pourrait vivre en dehors d'un espèce de désert de béton productif, parce que quand j'étais au lycée, je savais que les ZAD existaient. Je me disais que je pourrais me barrer à Notre-Dame-des-Landes, ou au Royal Occupé, ou n'importe où en fait, que je pourrais pas vivre ma vie à taffer, et donc et à faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas. Et je voudrais te donner ça aujourd'hui. Depuis que j'ai plus de logement fixe, ma maison, c'est les gens. C'est parce que je suis hébergé, mais aussi parce que mon sentiment de sécurité vient pas de ma clé, du portail d'un bâtiment, de la sécurité d'une résidence. Je me sens en sécurité parce qu'à côté de moi, à quelques pas du lit que j'occupe, il y a Naé, Mathilda, Mona, Mallory, des gens en qui j'ai confiance. Et ça m'a coûté cher en santé mentale, hein, de perdre la sédentarité, et je vais avoir besoin éventuellement d'un peu plus la retrouver. Mais je te conseille d'essayer d'explorer ce truc-là, parce que ce que tu possèdes ne pourra pas t'aider quand tu iras mal. Et avant de construire une commune et d'ouvrir des squats, ce qu'il va vraiment falloir faire parce qu'il y a urgence, va falloir qu'on se rassemble, qu'on se lie, qu'on prenne soin les uns des autres, et qu'on se rende compte qu'on a beaucoup de vulnérabilités en commun, qu'on a aussi en commun d'avoir très peu de pouvoir, et que le peu qu'on a nous divise. Si vous me voyez proposer un cercle de parole sur les réseaux, bah venez du coup. Et on n'est pas obligé de parler d'un truc triste, on peut juste se mettre ensemble et partager des trucs. Parce que la vulnérabilité, ça veut pas dire qu'on va mal, ça veut juste dire qu'on n'est pas dans une logique de guerre les uns avec les autres, dans une logique de se marcher les uns sur les autres, tout ça. En fait, bon, je vais pas repartir sur la vulnérabilité positive, j'en parlerai à un autre moment. Mais au final, le communautarisme dans les discours dominants, c'est ma conclusion, c'est un problème que quand ça rapporte pas de fric aux capitalistes et que ça permet pas aux victimes d'oppression, très notamment la suprématie blanche, de faire face et de s'entraider. Quand ça isole pas les individus en fait. Dès qu'il s'agit que les individus ne soient pas isolés face à l'État et au capital, ça devient le communautarisme. On nomme le communautarisme à partir du moment où ça sépare les gens du capital et de l'État, qui sont des machines d'oppression et de mort. Donc je dis non au communautarisme bourgeois et raciste.
Et vive les communautés populaires et vive la commune de Paris. Bisous, bisous les meufs et les autres. Eh, c'est bien, c'est rondement mené.